Les frissons de l'arbre, un podcast généalogique par Murmure d'Ancêtre. Challenge AZ, partie 2. Chapitre G, Gare aux intox. Gare aux intox ? De toute évidence, le dossier n'était pas complet. Il me fallait donc repartir à la source et chercher les documents manquants. Je commençais par explorer le site des archives en ligne, puis décidai finalement de m'adresser directement aux archivistes sur place. Bon, faisons un mail, Sosa, ce sera peut-être plus facile. À qui ? À celui ou celle qui voudra le lire. J'y expliquai la singulière situation dans laquelle je me trouvais, ayant soudain hérité d'un ancêtre assassin. J'espérais que dans le service concerné, quelqu'un s'intéresserait à mon histoire et voudrait bien se pencher sur ce cas avec moi. En attendant une hypothétique réponse, je me replongeais dans la vie d'Henri. Plus j'en saurais sur lui, plus je serais, peut-être, capable d'expliquer son geste. J'explorais deux pistes, son enfance et ses relations sociales à l'âge adulte. Pour son enfance, je relisais mes notes. Je ne lui avais trouvé qu'un seul frère, de 7 ans son aîné. 2 enfants, c'est peu. Peut-être pour compenser, sa mère accueillait-elle des enfants en nourrice. C'est du moins l'hypothèse que j'avais émise, même si le métier de nourrice n'apparaissait jamais en tant que tel. Les enfants du domicile changeaient à chaque recensement. Croisy Gaston, 8 mois, et Jean Viol Louis, 4 mois, en 1891. Dangue Marcel, 3 ans, Dangue Léontine, 2 ans, et Guillemet Lucienne, 6 mois, en 1896. Sa nièce Gibert Lucie, âgée de 11 ans. Tiens, pourquoi sa nièce habite-t-elle là et pas avec ses parents ? Bon, à voir plus tard. Guillemet André, 4 ans, et Longchamp Henriette, 7 mois, en 1901. De cette longue liste, je n'avais réussi à identifier que Gaston Croisy. Et encore, les raisons de son placement demeuraient mystérieuses. Le père d'Henri, Théodore, était charretier. Il avait d'abord travaillé pour Abel Leblanc, puis pour Houbet. Abel Leblanc était le propriétaire du château de Bessy, et il employait un grand nombre de gens à Tigeot, comme le montraient les recensements. Novateur, il fit électrifier la ferme de Bessy et son château en 1901, grâce au moulin de Cerbonne, qui fut l'un des premiers à recevoir ce genre d'équipement en Seine-et-Marne. Tiens, Cerbonne, Sosa, j'ai des ancêtres qui ont vécu à Cerbonne. Bon, mais c'était au XVIIe et XVIIIe siècle. Ils n'ont pas connu cette période. Je suis curieuse de voir ce château de Bessy. À quoi ça ressemble ? Oh, dommage, hein, le château et la ferme sont tombés en ruine faute d'entretien. Alors, revenons à nos moutons. Derrière le second employeur de Théodore Macréo, et employeur d'Henri lui-même, Houbet, se cachait une véritable dynastie. Tantôt qualifiés de tuiliers, tantôt d'industriels ou fabricants de tuiles, Houbet père et fils étaient les propriétaires des 3 usines de tuiles et briques de Morcerf. Le parallèle était amusant. Les Houbet père et fils étaient propriétaires de la briqueterie et employaient les Macréo père et fils comme charretiers. De génération en génération, me murmurai-je pour moi-même. Selon la monographie de Morcerf figurant sur le site des archives départementales, rédigée dans les années 1880, je cite, « Ces établissements ont été fondés au siècle dernier et ont acquis dans ces dernières années une grande extension par l'installation de fours et par la subdivision de la houille au bois dans la cuisson des produits. Elle occupe dans la saison d'été environ 80 ouvriers. » Fin de citation. Alors, allons voir ça. La tuilerie de Morcerf. Oh, ça alors, Sosa, une carte postale de la tuilerie signée Houbet. Ah, c'est fou ce qu'on retrouve sur le net de nos jours. Les relations d'Henri, hors du cadre familial qu'il fréquentait, étaient charretiers, cantonniers, gardes champêtres, cultivateurs. Des hommes de sa génération, amis ou voisins, de son milieu social.
Tous étaient suffisamment instruits pour savoir signer les actes d'état civil pour lesquels ils étaient témoins. Je me perdis dans les méandres du net, un résultat en appelant un autre. Lorsque j'atteignis le détail du dossier de la Légion d'honneur d'Eugène Houbé sur le site de la base Léonore, plusieurs jours avaient passé, et je me dis qu'il était temps de me recentrer sur mes recherches premières. Je commençais à avoir une idée un peu plus précise du cadre dans lequel évoluait Henri, ses proches, son environnement. Quelques familles puissantes possédaient les richesses, économiques, foncières, et employaient les mêmes familles de génération en génération. Seule la Première Guerre mondiale brisera cet équilibre, qui ne bougeait que fort peu depuis des décennies. Enfin, je reçus un mail des archives, signé Charlotte Paulet. C'est vraiment étonnant, car une de mes ancêtres se nommait également Charlotte Paulet, même si elle avait vécu 250 ans avant celle-ci. Fallait-il y voir un signe? En tout cas, la Charlotte du temps présent m'invitait à la contacter, car le résultat de sa recherche était pour le moins curieux. Aussitôt, je composai son numéro. Elle répondit tout de suite et m'informa qu'elle avait cherché la trace d'Henri dans les archives judiciaires. Mais je n'ai rien trouvé. Rien trouvé? Aucun dossier référencé à son nom, à l'affaire de Morcerf ou au nom de son épouse. Mais est-ce normal? Non, justement. Enfin, ça pourrait l'être si le dossier n'avait pas été versé aux archives départementales. Mais j'ai fait appel à la bande. Ni aux archives nationales, ni aux archives municipales de Meaux ou Melun, on ne trouve la trace de cette affaire. Et au tribunal, peut-être, y aurait-il quelque chose? Là aussi, j'ai fait jouer mon réseau. J'ai pris contact avec un greffier de ma connaissance. Il se renseigne pour moi. Je repris espoir et eus une pensée de gratitude envers cette chaîne de solidarité qui se mettait en place. Même pour un mobile quelque peu funeste, il y avait toujours des gens pour vous aider. C'est ce que j'aimais dans ce milieu. Charlotte reprit. J'ai aussi contacté Alcide. Qui? Alcide Baudin. C'est le président de l'association généalogique locale. Il aura sans doute entendu parler de cette affaire, car il a épluché tous les registres plusieurs fois, à tel point qu'il habite presque ici aux archives. Bon, cependant, cette semaine, il n'est pas là. C'est pas de chance. Je n'ai pas réussi à le contacter pour le moment, mais il ne devrait pas tarder à montrer le bout de son nez. Il suffit d'attendre un peu. Attendre, oui, bien sûr. Tout est affaire de patience en généalogie. Dites. Oui. Cette histoire, elle a piqué ma curiosité. Vous allez continuer vos recherches, n'est-ce pas? Oui, même si ce que je découvre n'aura certainement rien de plaisant. Je veux savoir ce qui est arrivé à mon ancêtre Henri et à sa femme Ursule. Charlotte laissa passer un instant et reprit. Tant mieux, j'avais peur que vous vous arrêtiez là. Pardon? Oui, parce que moi aussi j'aimerais bien savoir. Ça vous ennuie pas de me tenir au courant de vos découvertes? Et bien sûr, moi aussi je vous ferai part de ce que je trouverai, si toutefois vous m'autorisez à poursuivre les recherches. Mais bien sûr! La conversation se termina sur nos promesses mutuelles de tenir l'autre au courant dès qu'il y aurait du nouveau. Assise à mon bureau ce soir-là, je contemplais mes photos de famille dans le vieil album que j'avais sorti. Je regardais ces fragments de vie bien rangés devant moi, sans vraiment être capable de me projeter dans les histoires qu'elle me racontait. Pour la première fois, feuilleter cet album commencé par mon grand-père me rendait triste, alors qu'il m'avait si souvent réconforté par le passé. Chapitre H. Mais au fait. Mais au fait, à qui profite le crime? Je me retournai vers Sosa stupéfaite. Comment n'y ai-je pas pensé plus tôt? Au même moment, la sonnerie de mon téléphone sonna. C'était Alexandre. Je décrochai aussitôt. À qui profite le crime? Nous avions parlé tous les deux en même temps. Bon, ok, on est sur la même longueur d'onde. Nous sommes d'accord. Et donc, à qui profite le crime? Quel est le mobile? Pourquoi Henri aurait-il attendu 45 ans pour tuer sa femme? Silence au bout du fil. Peut-être pour une question d'argent? Il faudrait voir du côté de la succession, non? Aussitôt, je me connectai au site des archives départementales, direction les tables de succession et absence. Oui, mais on n'a ni sa date ni son lieu de décès. Essayons tout de même. Il ne doit pas y avoir 3000 bureaux d'enregistrement, et avec un peu de chance, Henri n'est pas allé mourir très loin de chez lui.
Je me connecte aussi de mon côté, ajouta Alexandre. Comme ça, nous suivrons en même temps à distance. Alors, les tables de succession et absence, tenues alphabétiquement, elles fournissent blablabla, des informations sur la personne décédée, ses héritiers, ses biens, etc., etc. Les tables sont communicables au public après un délai de 50 ans. Pour la mise en ligne sur Internet, les recommandations de la CNIL, Commission nationale de l'informatique et des libertés, ont amené à établir un délai de 100 ans de façon à protéger la vie privée des personnes. Oh là 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 là, je le sens mal. Oui, tu as raison. Allons voir tout de même. Ok. Je cliquai sur consulter, tandis qu'Alexandre faisait de même de son côté. C'est où, à ton avis? Essayons Crécy-en-Brie? Rien après 1899. Qu'est-ce qu'il y a autour? Coulommiers? 1900-1907 seulement. Plus au sud? Torcy, peut-être? Mais aucune réponse, c'est le pompon. Ah, je crois que là c'est cuit. Bon. Un peu dépité, je saluai Alexandre et raccrochai. Je pris conseil auprès de Sosa. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Une idée m'effleura l'esprit, mais elle s'échappa avant que je ne puisse la formuler vraiment. De toute façon, c'était l'heure des croquettes. Pas moyen de tirer quelque chose de mon chat à cette heure. Résigné, je rejoignais la cuisine pour servir le félin qui se précipita sur sa gamelle, comme s'il n'avait pas été nourri de toute la semaine. J'en profitais pour songer à tout ce que j'avais appris jusque-là, déplaçant les pièces du puzzle afin d'essayer de composer un tableau cohérent. La trame était encore trop ténue. Il subsistait trop d'explications possibles. Il faut ordonner tout ça. De retour dans mon bureau, je décidai de mettre sur un tableau tous les éléments que j'avais appris. Le grand tableau en liège, quasi vide, qui trônait au-dessus du bureau, allait enfin servir. On me l'avait offert lors de ma pendaison de crémaillère, et jusque-là, il n'avait pas vraiment eu l'occasion d'être utilisé. J'enlevai une ancienne liste de courses et les horaires de la pharmacie la plus proche, qui occupait le terrain depuis des lustres, et je commençai à lister ce que je voulais y mettre. D'abord une carte pour s'y retrouver. La photo d'Henri, bien sûr. Je regardais le dossier devant moi. Bon, celui-là, on le laisse ici. De toute façon, je ne vais pas l'accrocher au mur. Par contre, je scannais la signature d'Henri. Et ses empreintes? Pourquoi pas? Ensuite, son environnement. Je cherchais des images un peu anciennes des villages où il avait habité. Carte postale ancienne? Allons-y. Du coin de l'œil, je vis le mangeur de croquettes revenir de son festin. Je devinais déjà qu'il s'installerait dans son fauteuil préféré, ferait un brin de toilette avant de reprendre sa sieste. Mais une minute! Cette image me dit quelque chose. J'agrandissais au maximum sur mon écran une carte postale ancienne de Tigeot, et je sortis de la pile les photos des villages. L'une d'elles était de petit format. Armé de ma loupe, je l'observais attentivement, passant alternativement du cliché sous mes yeux à la photo virtuelle sur mon écran. Sosa, c'est la commune de Tigeot! Il bâilla ostensiblement pour me signifier que l'heure n'était pas au cri de victoire. Ok, rendors-toi. Mais maintenant, j'ai une piste pour localiser ces villages. Avec un peu de chance, ce sont ceux où Henri a vécu. Quand la carte postale ancienne fut imprimée, je l'épinglai sur mon tableau avec la note suivante: chercher les villages. Que fallait-il d'autre? Ah, un arbre généalogique, bien sûr. Et une ligne du temps pour essayer de reconstituer son parcours. Je passai le reste de l'après-midi à imprimer et accrocher les différents éléments au tableau. Sosa voulut participer. Il sauta sur le bureau, son agilité m'étonnait toujours, et se mit en devoir de faire tomber mes piles bien rangées. Sosa, arrête! Sache que tu as changé de fonction. Tu es désormais un chat de détective. Et un chat de détective ne met pas le bazar sur le bureau de la patronne. Bon, théoriquement, un chat de généalogiste non plus. Mais jusqu'ici, cela ne l'avait pas gêné. Je reliais certains éléments entre eux par des fils de laine rouge, vestiges de l'époque éphémère où je m'étais prise de passion pour le tricot. Une fois achevé, je contemplais le tableau. Un vrai detective board, n'est-ce pas, Sosa? Sosa, ne joue pas avec la pelote de laine! Ah, ce chat!
Chapitre I. Il est mort. Il est mort. Il est forcément mort. Quelque part, à un moment donné, il est bien mort. Mais où? Quand? Je me suis posé cette question pendant plusieurs jours. J'ai tourné comme un escargot dans les communes autour de Morcerf, dernier domicile connu, afin de le trouver. Mais bien souvent, je me heurtais au trou noir de la généalogie. Période trop ancienne pour s'en souvenir, mais trop récente pour être diffusée en ligne. C'est finalement Alexandre qui m'apporta la réponse à cette question tant de fois posée. On était alors à la fin de l'hiver, lors de l'une des dernières attaques du froid. Si les jours rallongeaient, néanmoins, la lumière déclinait toujours trop tôt à cette période où on aspirait à la clarté. Le soleil avait déjà disparu derrière l'horizon, et le long crépuscule vidait lentement le paysage de ses pâles couleurs toutes neuves. Le vent tiède soufflait en rafales, malmenant les feuilles nouvelles sur les branches des arbres, chassant l'ondée qui avait lavé le jardin. À l'odeur douce et pénétrante de terre humide se mêlait la senteur âcre de la fumée du feu de bois allumé pour réchauffer l'atmosphère. On avait pris l'habitude de s'appeler régulièrement, avec Alexandre, pour se tenir au courant de l'avancée de nos recherches respectives. Ce soir-là, il était tout agité et parlait si vite que j'avais du mal à le suivre. Je l'ai, j'ai enfin trouvé le décès d'Henri. J'ai fait tout ce que tu ne pouvais pas faire. Je suis allée dans toutes les mairies dans un rayon de 30 kilomètres autour de Morcerf. Comme toi sur le net, mais moi en vrai. Parfois, j'y étais très bien reçue et d'autres... Bon, bref. Des fois, c'était sympa. La secrétaire de mairie prenait le temps de discuter un peu avec moi. On m'a installée, royalement, dans des salles du conseil municipal, avec même un café une fois. D'autres fois, au contraire, on m'a envoyé me débrouiller tout seul, à la cave ou au grenier, très loin de l'hospitalité que j'avais connue ailleurs. Je ne te dirai pas le nom de ces communes, ce n'est pas glorieux pour elles. Heureusement que mon téléphone faisait lampe torche. Et je crois qu'un jour, j'ai dérangé un fantôme. Oh la trouille ce jour-là! J'étais tout seul, quasi dans le noir, à essayer de tirer un registre coincé sous une pile de classeurs quand j'ai entendu un bruit de pas. J'ai appelé, mais personne n'a répondu. J'ai balayé l'ombre du grenier avec ma lampe, mais il n'y avait personne. Je te jure! Je peux te dire que dès que je l'ai attrapé le registre, je suis redescendu vite fait au secrétariat. Je profitai de ce que, essoufflé, Alexandre prit sa respiration pour lui suggérer. C'était le fantôme d'un ancien maire, peut-être? Oh, je suis pas resté pour le lui demander, figure-toi. Bon, sans rire, reprit-il plus sérieusement, je l'ai. Vraiment? Où? Je craignais qu'il ne me réponde à la prison du coin, mais il dit simplement Coulommiers. Coulommiers? C'était donc là qu'Henri avait fini ses jours? Une nouvelle adresse à ajouter aux précédentes. Oui, en 1948. Mais que faisait-il là? Je veux dire, il était chez un proche, un parent? Attends, je lis. Il est décédé en son domicile, 7 rue de la Ferté-sous-Jouarre. Je t'envoie une copie de l'acte de décès. Pendant qu'Alexandre m'envoyait le document par mail, mes doigts se mirent à courir sur le clavier. J'avais besoin de connaître l'environnement d'Henri, là où il avait passé ses derniers instants. Sur le site internet de Delcamp, je débusquai une carte postale ancienne, probablement de la fin du 19e ou du début du 20e. C'était un peu ancien par rapport à Henri, mais ça me donnerait une idée. La carte représentait la rue de la Ferté-sous-Jouarre et l'hôpital de Coulommiers. Sur la gauche, un grand bâtiment à 2 niveaux, avec des encadrements de fenêtres polychromes. Sur la façade, une horloge. Au-dessus du portail d'entrée, au niveau de la toiture, un chien assis. On devinait un drapeau français devant cette ouverture. Ce grand bâtiment était sans doute l'hôpital. En face, une succession de maisons à 2 ou 3 étages, parfois des commerces. Des rideaux aux fenêtres. Était-ce dans l'une de ces maisons qu'Henri avait vécu? J'essayais de distinguer un numéro sur les façades pour savoir à quel niveau de la rue je me trouvais, mais c'était peine perdue. La résolution des cartes postales en ligne était trop basse et l'image trop floue. Une autre carte postale montrait la rue à l'une de ses extrémités. Des maisons semblables à celles de la vue précédente, un café, une placette, tout au bout. J'ouvris Google Maps pour tenter de savoir si cette partie de la voie terminée par la place se situait au début ou à la fin de la rue. Si c'était le début, j'avais peut-être sous les yeux le numéro 7. Tu es toujours là? Alexandre, je l'avais oublié. Oui, je cherche le 7 de la rue de la Ferté-sous-Jouarre.
Ah, bonne idée! Lui aussi de son côté se mit en chasse. On poursuivait notre dialogue au fur et à mesure de nos découvertes. Oh zut, je ne trouve pas de rue de la Ferté-sous-Jouarre qui existe encore aujourd'hui. Moi non plus. Par contre, il y a un hôpital. Ah oui, tiens, hôpital Abel Leblanc. Ah, une vieille connaissance. C'est le site de l'hôpital historique de Coulommiers. La rue de la Ferté-sous-Jouarre devrait être dans les environs. Je suis dans Street View, mais je n'arrive pas à retrouver la façade de l'hôpital montrée sur la carte postale. Moi non plus. Il y a bien un bâtiment avec des encadrements de fenêtres polychromes, mais je ne retrouve pas le pavillon d'entrée avec l'horloge. En tout cas, le boulevard Victor Hugo qui borde l'hôpital mène bien à la Ferté-sous-Jouarre. Ça ne serait pas incohérent que ce boulevard ait remplacé la rue qu'on cherche. Et une minute! Je crois que je l'ai trouvé, l'entrée de l'hôpital. Une porte voûtée, de niveau plus un chien assis. Bon, la façade a été refaite avec un crépi qui a mal vieilli. Et l'horloge a disparu. Mais ça pourrait être ça. C'est au 16 rue du docteur René Arbeltier. Oh oui, aucun doute. Regarde la maison d'en face. On reconnaît très bien la fenêtre du deuxième étage qui est arrondie. Eh bien, ils ont pas gagné au change. J'ai préféré l'hôpital version 1. C'est sûr que le crépi ne l'avantage pas vraiment. Un petit ravalement de façade ne serait pas du luxe. Donc, on est à l'emplacement de la rue de la Ferté-sous-Jouarre. Tu vois un numéro? Oui, en face de l'entrée de l'hôpital, numéro 8. Donc le 7, c'est... L'hôpital! Nous nous étions exclamés en même temps. À l'hôpital! Il est mort à l'hôpital! Tout simplement. Bon, c'était pas une nouvelle adresse, enfin, pas vraiment. Mais la formule était trompeuse. Décédé en son domicile. Regarde l'acte de décès. L'un des deux témoins est économe. Peut-être l'économe de l'hôpital. Et l'autre le maire. Ça sent le décès de personne isolée qui n'a aucun ami ou proche voisin pour déclarer son décès. Bon, bah, au moins, on a résolu cette énigme. Et Ursule est bien décédée avant Henri. Il est qualifié de veuf. Mais pas de mention d'une mort dans des circonstances tragiques pour elle. Bah, ils allaient pas le crier sur les toits, hein. J'ai remercié Alexandre qui avait risqué sa vie pour moi dans les greniers et caves des mairies briardes. Quel réconfort de le sentir toujours présent, disponible, prévenant les demandes les plus impensables. On avance, n'est-ce pas? Ah oui, on avance. Après avoir raccroché, j'épinglai un nouveau petit drapeau sur la carte de mon detective board à l'emplacement de Coulommiers et un papier où il était indiqué 1948 décès. Et toi, Ursule, où es-tu décédée? Me demandai-je. Chapitre J, je ne le trouve pas. Je ne le trouve pas, je ne le trouve pas, je ne le trouve pas. Rageuse, je fermai un énième site internet visité ce jour-là et grommelai pour qui voudrait m'entendre. Bon sang, rien à faire, je ne le trouve pas. Impossible de mettre la main sur Henri et son fichu dossier. Après la découverte de l'acte de décès d'Henri, j'avais essayé d'affiner mes recherches concernant ses adresses successives pendant la Seconde Guerre mondiale. En vain. Sans plus de succès, je ne trouvais pas l'acte de décès d'Ursule, et encore moins une trace de l'assassinat ou de l'enquête. Mais il n'y a rien, c'est le trou noir, le désert, rien. Alerté, Sosa s'approcha. Comme je ne réagissais toujours pas, le félin se frotta contre mes jambes et guetta une réaction à ses efforts de consolation. Mais je me tenais toujours la tête entre les mains, frémissante d'insatisfaction. Sosa, que cette attitude inquiétait, sauta sur mes genoux et tenta d'une patte câline d'écarter mes poings serrés. Ceux-ci finirent par céder aux avances du matou, épousant son corps chaud qui, sous les caresses, se cambra en poussant de petits feulements heureux. Mes yeux plongèrent dans les siens. Aussitôt de puissants ronronnements se firent entendre. Ok, ça ne sert à rien de s'énerver. Mais c'est tellement frustrant parfois de ne pas trouver ce que l'on cherche. J'enfouis mon visage dans la fourrure de l'animal, geste qui m'apaisait toujours. Hélas, je ne voyais pas d'issue à cette recherche, et je devais me résoudre à jeter l'éponge. Cela me mettait au désespoir.
L'après-midi touchait à sa fin, et comme à son habitude, Alexandre avait pris le téléphone pour me parler de ce qu'il appelait son mystère mystérieux. La mort dans l'âme, je dus me résoudre à lui annoncer ma décision de stopper mes recherches. Tu comprends, on ne trouvait rien. Je ne sais pas ce qui s'est passé, et j'aimerais le savoir. Mais pour le moment, ce n'est pas possible. Peut-être, dans quelques années, il sera plus facile de trouver des informations. Avec l'indexation, par exemple, on découvre régulièrement des nouveautés, alors que les documents étaient là depuis toujours. C'est juste que leur chemin d'accès demeurait caché. Alexandre, tu es là? Si je suis là? Mais bien sûr que je suis là, et je suis sidérée de t'entendre dire ça. Tu m'avais promis qu'on irait au bout de cette histoire, et voilà que tu abandonnes, me répondit Alexandre d'un ton plus agressif que la situation ne l'exigeait. Je fus surprise de sa véhémence. C'est vrai qu'on avait parlé de résoudre cette énigme ensemble, mais je ne pensais pas que cela lui importait à ce point. Écoute, je suis désolée, mais je ne trouve rien, et l'archiviste que j'ai contacté non plus. Une archiviste? Quelle archiviste? Oh oui, je ne t'en ai pas parlé avant parce que tant qu'elle ne trouvait rien, je considérais cela inutile. Mais voilà, j'ai contacté une archiviste qui a accepté de se renseigner sur place. Mais elle non plus n'a rien trouvé, donc tu vois que... Mais elle est nulle si elle n'a rien trouvé. Alexandre, là tu y vas un peu fort. Eh bien, je vais trouver, moi, tu verras. Je ne voyais pas bien comment, mais je finis par accepter du bout des lèvres de ne pas abandonner l'affaire complètement, ou tout au moins de la reprendre si Alexandre trouverait une nouvelle piste. La conversation ne s'éternisa pas. Je raccrochais tout en ayant un goût amer dans la bouche. Je n'aimais pas la façon dont cette histoire se terminait. Pourtant, malgré ma résolution, dans les semaines qui suivirent, je ne cessais de songer à ces événements. Je n'arrivais pas à m'en détacher. Était-ce parce que cela concernait un de mes ancêtres? Par goût morbide d'une histoire tragique? Ou tout simplement parce que je détestais m'avouer vaincue? Mais j'avais déjà lu à peu près tout ce qu'il était possible de trouver à distance, sur le lieu et la période, pour essayer d'en saisir le contexte particulier. J'avais écumé les sites des archives départementales pour consulter tous les documents qui évoquaient de près ou de loin la vie de mes ancêtres. Je ressassais ce que je savais, mais je ne parvins pas à trouver une explication au geste insensé d'Henri. Comment un homme qui menait une vie ordinaire et, semble-t-il, sans ombre, pouvait-il en venir à de telles extrémités? J'avais l'impression que toutes mes certitudes s'étaient décomposées. Je tenais une foule de fragments que je ne pouvais assembler pour en faire un tout compréhensible. Je ressentais de la pitié et de la tristesse pour Henri. Là encore, était-ce à cause de nos liens familiaux? Ou le malheur rapproche-t-il les êtres par-delà les époques? Je n'avais pas de réponse. Enfin, un soir de juin, Alexandre rappela. Tu ne devineras jamais ce que j'ai trouvé. Non, quoi? Le lien entre mon défunt grand-père et ton ancêtre. Quoi? Oh, et peut-être même le fin mot de l'histoire. Oui, il faut que tu viennes voir ça. Comment ça? Mais viens ici, je te montrerai ma découverte. Et puis, ce sera bien de se voir et de se parler en vis-à-vis, n'est-ce pas? Si tu veux, je t'invite. Je te prends un billet, et pour le logement, il y a la maison de mon grand-père. Elle est très grande, tu y seras à ton aise. Bon, la déco est un peu passée de mode, mais on ne devrait pas commencer les travaux de rénovation tout de suite. C'est idéal. Mais qu'est-ce que tu as trouvé en fait? Tu ne peux pas me l'envoyer, comme le reste du dossier? Alexandre se mit à rire. Oh non, ça ne va pas être possible. Il ne passera pas dans les tuyaux. C'est un papy. Un quoi? Un papy. Un témoin, un être vivant, quoi. Un témoin? Des événements des années 1940? Dites donc, il doit pas être tout jeune. 89 ans exactement. Il en avait 10-15 pendant la guerre. Il a connu mon grand-père et Henri. Il se souvient très bien de ce qui s'est passé. Mais alors, dis-moi vite ce qu'il t'a raconté. C'est que... il trouve que ce sont des souvenirs pénibles. Pour moi, il ne veut pas y repenser. Mais pour toi, qui es une descendante d'Henri, il veut bien. C'est pour ça qu'il faut que tu viennes. Substituer la mémoire orale à la documentation papier disparue? C'est une piste que je n'avais pas exploitée. Et puis, se rendre sur place, marcher dans les pas de mon aïeul, c'était tentant, je dois dire. Mais quoi qu'en dise mon cœur, c'est ma tête qui décidait. Et elle hésitait encore. Bon, il faudrait que je vois si je peux m'organiser. À quel moment tu pourrais m'accueillir? Tout de suite, bien sûr, pourquoi attendre? Eh là, une minute! Je ne peux pas tout quitter comme ça. Il me faut un minimum de temps pour m'organiser.
Voyons, c'est bientôt les vacances. En juillet, je pourrais peut-être. Oui, la deuxième quinzaine de juillet, ça serait faisable. Alexandre fut déçu que je ne vienne pas immédiatement, mais il dut se contenter de mon calendrier. Il me promit de m'envoyer un billet de train et se disait ravi de m'accueillir. Cependant, je sentais la déception dans sa voix. Alors qu'il allait raccrocher, je demandai in extremis. Au fait, comment s'appelle-t-il? Qui ça? Bah, le témoin. Ah oui, Honoré, dit Alexandre avant de mettre fin à la communication. Chapitre K. Kergogan, vous dormez ou quoi? Coulommiers, 2 octobre 1942. Kergogan, vous dormez ou quoi? Non, commissaire. Ouais, ben, tâchez de vous réveiller complètement. Vous allez avec l'inspecteur Pochet interroger un suspect. Allez, on se dépêche. Et surtout, regardez-le bien et apprenez. Le jeune policier, un blondinet à la silhouette tout en os, fraîchement arrivé de sa Bretagne natale, se leva en vitesse, attrapa sa veste et courut dans le couloir vers son collaborateur. Celui-ci ne l'avait pas attendu. Il marchait d'un pas vif vers la sortie du commissariat. Kergogan arriva à la hauteur de l'inspecteur Abel Pochet. C'était la première fois qu'il travaillait en duo avec lui. Il se demandait pourquoi le commissaire l'avait changé d'affectation. Avait-il fait une bêtise? Est-ce une sanction ou une promotion? Il n'était pas là depuis assez longtemps pour connaître la réputation de son nouveau supérieur hiérarchique. Du coin de l'œil, le jeune homme tenta de l'observer. Plutôt carré d'épaules, la mâchoire saillante, les cheveux coupés ras. Il se déplaçait vite, et de temps en temps, Kergogan était obligé d'allonger son pas, presque jusqu'à la course, pour se maintenir à sa hauteur. L'inspecteur Pochet avait dû remarquer son manège, car il demanda soudain. « Eh bien, Kerbolan, qu'est-ce que vous fichez ?» Le jeune homme ne put s'empêcher de corriger son supérieur. « Kergogan, monsieur. »« Je me demandais, monsieur, pourquoi j'avais été affecté à vos côtés, monsieur. »« Pourquoi, ça vous gêne, Kerbogan ?» Entre ses dents, il répliqua « Kergogan. » Puis un ton plus haut. « Non, monsieur. »« Alors, taisez-vous, Kergogan. » De toute évidence, ce n'est pas aujourd'hui que l'inspecteur Pochet prononcerait correctement son nom. Il ne se fatiguerait pas non plus à lui expliquer quoi que ce soit. Kergogan se promit de se taire. Ne plus ouvrir la bouche, mais laisser ses oreilles grandes ouvertes afin d'en apprendre le plus possible, et de ne pas faire de gaffe. Les deux hommes sortirent sur le perron juste au moment où une Renault Nova 4 noire faisait son entrée dans la cour du commissariat. Deux hommes en sortirent, encadrant étroitement un troisième. Ce dernier était un homme plutôt âgé, du point de vue du jeune Kergogan en tout cas, le front dégarni, le visage carré. Il était vêtu d'un complet veston de couleur sombre qui avait connu des jours meilleurs. Ses yeux reflétaient son incompréhension. Visiblement, il ne savait pas pourquoi il était là. Sans un mot, l'inspecteur Pochet fit signe aux deux agents de le suivre. Il fit demi-tour et s'engouffra dans les entrailles du commissariat. Ils commencèrent leur descente dans les sous-sols du bâtiment. L'air s'était soudain comme raréfié, devenu vicié. Kergogan se demandait s'ils allaient interroger le prisonnier dans la cave, cette salle souterraine, longue d'une dizaine de mètres, qui l'avait tant impressionné lors de sa première et unique visite. Finalement, les 5 hommes pénétrèrent dans une pièce très étroite que ne connaissait pas le jeune agent. Elle était chichement meublée. Une table, avec 2 chaises de part et d'autre, un classeur métallique, c'était à peu près tout. De toute façon, on n'aurait pas pu y mettre grand-chose de plus. Une ampoule nue au plafond éclairait la pièce. Les murs avaient été autrefois peints en ocre, mais entre 2 fissures, la couleur devenue lépreuse s'écaillait et le plâtre tombait par plaques sur le parquet usé et gondolé. L'inspecteur Pochet s'assit d'un côté de la table. L'un des 2 agents, le plus grand, fit asseoir le prisonnier d'une pression ferme sur l'épaule. Puis, sans un mot, il repartit avec son collègue. Le jeune Kergogan se demanda l'espace d'un instant ce qu'il devait faire et où se mettre. Finalement, il décida de ne pas bouger. Il resta debout le long du mur, les mains croisées dans le dos. L'inspecteur Pochet fixa le prisonnier sans un mot. Celui-ci n'hésita pas à lui rendre son regard, mais il n'ouvrit pas la bouche. Ses tentatives ayant été vaines dans la voiture, il se doutait qu'il en serait de même ici. Par ailleurs, dans ces circonstances, il pensait qu'il valait mieux attendre qu'on l'interroge plutôt que d'être le premier à parler.
Au bout d'un moment, qui paraissait une éternité au jeune Kergogan, l'inspecteur demanda d'un ton doucereux. « Monsieur Macréo, comment va votre femme ?» Kergogan sursauta. Il ne s'attendait pas à une telle entrée en matière. Ensemble, Henri Macréo et Abel Pochet tournèrent leur visage vers lui. Le premier était interrogatif, une lueur vaguement amusée dans l'œil, l'autre était carrément furieux. Kergogan rentra la tête dans les épaules, tâchant de se faire oublier. « Monsieur Macréo » insista l'inspecteur. « Bien, je pense, » répondit Henri Macréo. « Vous pensez. Pourtant, votre femme n'était pas à votre domicile quand mes collègues sont venus vous chercher, n'est-ce pas? Alors, de quelle façon pensez-vous savoir comment elle se porte? Eh bien, la dernière fois que j'ai eu de ses nouvelles, elle se portait bien, et je n'ai pas de raison de douter qu'il n'en soit pas encore ainsi. Où est votre femme, monsieur Macréo? Kergogan retenait sa respiration. Henri fixa l'inspecteur un instant avant de répondre d'une voix blanche. En voyage. Abel Pochet fit comme s'il n'avait pas entendu sa réponse et demanda ensuite. Connaissez-vous la fontaine Saint-Leu, monsieur Macréo? Henri fut surpris de ce changement de sujet. À Tigeaux? Oui, bien sûr. Chez nous, on l'appelle le puits Saint-Leu. Lors de la fête patronale, le premier dimanche du mois de septembre, une procession se rend de l'église au puits. On y boit son eau, qui aurait des vertus miraculeuses. Elle guérirait les maladies des yeux et protégerait les gens de la peur. Votre femme y a été vue? Aurait-elle une raison de sentir le besoin de conjurer sa peur? Pas que je sache. Mais si je puis me permettre, on vénère le saint aussi pour la protection contre les maladies des yeux, comme je vous le disais à l'instant. Or ma femme a la vue qui baisse de plus en plus. L'âge, vous comprenez? C'est important, la famille, à vos yeux, monsieur Macréo? C'est primordial. Henri n'était pas vraiment inquiet. Malgré des lieux peu adaptés à une conversation mondaine, l'inspecteur n'était pas agressif avec lui. Il lui répondait donc volontiers, se demandant toujours ce qu'il faisait là et pourquoi on parlait de sa femme. Henri n'aimait pas parler de sa femme à des inconnus. Abel Pochet enchaîna les questions pendant plusieurs heures sans se départir de son ton doucereux qui, à la longue, finissait par paraître menaçant. L'atmosphère était de plus en plus pesante et Kergogan se sentait étouffé, comme si c'était lui qu'on interrogeait. Toujours muet, il osait à peine bouger de peur de briser le fragile équilibre de l'atmosphère. Henri, lui, commençait à se sentir épuisé par le feu roulant des questions, faisant de plus en plus d'efforts pour maîtriser la colère qui l'envahissait. Il avait baissé les yeux sur ses mains croisées, dont il tordait les doigts sans faire blanchir les jointures. Cependant, il persistait à répondre de la même façon aux mêmes questions qui lui étaient posées encore et encore. Puis, aussi brutalement que cette journée avait commencé, l'inspecteur annonça soudain que c'était terminé. « Vous pouvez vous en aller, monsieur Macréo. Je n'ai pas besoin de vous raccompagner, n'est-ce pas? » Non, ça ira. » Quoique légèrement surpris, Henri se leva et se dirigea vers la sortie. Au moment où il atteignait la porte, Abel Pochet demanda d'une voix forte. « Au fait, une dernière question. Avez-vous tué votre épouse, monsieur Macréo? » Chapitre L. L'enfant regardait son père. Tigeaux, 3 août 1898. L'enfant regardait son père. Il était terrorisé. L'homme, très en colère, tirait son fils par la main et avançait d'un pas pressé. « Tu te rends compte de ce que tu as fait ?» Devant le mutisme de l'enfant, il insista. « La honte que tu attires sur moi, le déshonneur sur notre famille. En revenant sans cesse chez ces gens, tu leur fais croire que je suis incapable de m'occuper correctement de toi et de tes frères et sœurs. » Le petit Gaston Croisy sentit les larmes ruisseler sur ses joues. Le père, indifférent à sa détresse, continuait son monologue. « En plein travaux des champs, en plus. Tu crois que j'ai que ça à faire? Courir la campagne pour aller te chercher ?» L'enfant, lui, ne pensait qu'à la douce Marie-Louise. Il avait parcouru les 14 kilomètres qui séparaient la ferme de son père du domicile de Marie-Louise sous un soleil de plomb. Arrivé là, il s'était effondré aux pieds de son ancienne nourrice, épuisé par cette longue marche. Celle-ci travaillait à quelques travaux de couture, à l'ombre de la porte de sa maison, assise sur une chaise paillée. Quand l'enfant était arrivé, elle avait posé son ouvrage dans un panier à ses pieds,
et, sans un mot, ouvert grand ses bras pour accueillir son ancien pupille. Lui avait enfoui sa tête sur les genoux de la matrone, entourant ses jambes de ses petits bras. Cette scène n'était pas inédite. L'enfant avait déjà fugué ainsi, échappant à la vigilance pourtant sévère de son père, afin de revenir dans son giron. Bien sûr, Marie-Louise n'aurait pas dû l'accueillir comme ça, mais elle n'y pouvait rien. C'était plus fort qu'elle. Rien qu'à voir sa mince silhouette au bout du chemin, son cœur vibrait d'amour. C'était peut-être ça qui l'avait poussé à s'occuper d'enfants. Un trop-plein de sentiments maternels que les 2 fils nés de son ventre n'avaient pas étanchés. Pourquoi avait-elle tissé des liens particuliers avec cet enfant chétif et pas les autres? Elle ne saurait le dire. Il était maigrelet, de grands yeux lui mangeaient le visage, et il avait une santé chancelante. Sa véritable mère était décédée alors qu'il n'avait que 8 mois. Petit dernier d'une fratrie de 6, il était devenu plus encombrant qu'utile. C'est ainsi que, nourrisson, on l'avait placé chez Marie-Louise. Devenu plus grand, on l'avait récupéré pour les travaux de la ferme paternelle. Cependant, il ne se faisait pas à cette charge et à cette nouvelle vie. C'est pourquoi, dès qu'il le pouvait, il s'enfuyait pour retrouver ce qu'il considérait comme son véritable foyer. Immanquablement, son père venait le récupérer. Les colères paternelles et les taloches ne l'empêchaient pas de recommencer. « Allez, grimpe là-dedans !» Sans ménagement, Augustin Croisy hissait son fils sur la charrette qu'il avait prise pour aller plus rapidement jusqu'à Tigeaux. « On retourne à Marle, et cette fois je vais te faire passer l'envie d'y revenir, crois-moi bien !» La fureur du père annonçait une correction que le garçonnet ne serait pas prêt d'oublier. Cependant, ce n'était pas le châtiment qui l'attendait qui le terrifiait le plus, mais bien la quasi-certitude de ne plus revoir de sitôt la douce Marie-Louise. Il se tourna vers la porte de la maison. La femme regardait l'enfant avec une infinie tristesse dans les yeux. À l'arrivée d'Augustin, elle s'était levée. Elle avait supporté sans broncher les reproches du père, car il n'avait pas tort. Elle n'avait aucun droit sur l'enfant, et même si elle ne l'encourageait pas à défier l'autorité paternelle, il est vrai qu'elle ne faisait pas beaucoup d'efforts pour couper les liens avec le petit. Au moment où le garçonnet allait perdre de vue sa bienfaitrice, il vit du coin de l'œil une silhouette qui observait la scène. Il reconnut sans peine Henri Macréau, le second fils de Marie-Louise. Âgé de 24 ans, il avait une mâchoire carrée et un regard dur. Au début, le petit garçon avait été en admiration devant lui. C'était le modèle masculin dont il avait manqué. Mais au fil du temps, leur relation s'était tendue. L'aîné arrivait à un âge où on ne s'embarrassait plus des petits, et son caractère vif l'avait fait rudoyer plus que de raison. Parfois, il semblait même trouver un certain contentement à mettre l'enfant en difficulté, dès que la situation se présentait. Gaston ne comprenait pas ce revirement, mais désormais il craignait le jeune homme et l'évitait le plus possible. Alors que la charrette allait tourner, masquant la maison Macréau, le jeune Gaston crut apercevoir un éclair de plaisir dans l'œil d'Henri. Il n'en revenait pas. Avait-il bien vu? Henri se réjouissait-il de la mésaventure du petit? De retour à Marle, le père attrapa son galopin de fils par les oreilles et le fit descendre violemment de la charrette. Il le traîna à travers la cour de la ferme. Il y avait là tous les journaliers de son père qui vaquaient à leurs occupations ordinaires de fin de journée. Tous avaient cessé leur besogne et regardaient la scène. Augustin fit déculotter son fils, annonçant d'une voix forte. « Voilà ce qui arrive aux fils désobéissants !» Saisissant une badine, il s'appliqua à infliger à son fils une correction mémorable. Les larmes de Gaston avaient le goût de l'amertume et de la honte. Tandis que la canne faisait ses allers et retours cuisants, l'enfant ne pouvait ignorer les regards tendus vers lui. Ils étaient si différents de ceux de Marie-Louise, qu'il observait à son départ de Tigeaux. Point de solidarité ou de tristesse dans ses yeux, en particulier ceux des plus jeunes, mais une réjouissance sauvage qui renforçait le déshonneur de l'enfant. Pourtant, le plus blessant n'était pas la douleur de la correction, ni la honte ressentie au vu de tous. Non, le plus intolérable pour Gaston était l'attitude d'Henri, empli de jubilation face au malheur du petit. Presque indifférent au bas de son dos ensanglanté, toutes les pensées de Gaston se tournaient vers Marie-Louise. L'enfant se désespérait de ne plus la revoir. Il n'en doutait plus à présent. Jamais il ne pourrait à nouveau s'échapper vers la maison du bonheur. Mais était-ce encore la maison du bonheur? Une maison qui abritait la méchanceté gratuite d'Henri, pouvait-elle mériter ce nom?
À bien y réfléchir, son père était arrivé très vite. Gaston se demanda avec stupéfaction si Henri n'y était pas pour quelque chose. Avait-il prévenu Augustin? Aussi loin que sa mémoire lui permettait d'y penser, jamais sa fugue n'avait été aussi courte, et jamais la colère du père aussi violente. Était-ce à Henri qu'il le devait? Ce garçon qui avait été un frère pour lui dans ses jeunes années, et qui aujourd'hui l'avait trahi sans vergogne? Oui, c'était une certitude. Il n'y avait pas d'autre explication possible. Les chicaneries d'Henri avaient changé de dimension avec l'ignoble forfait du jour. Il n'avait pas été seulement l'instigateur indirect de la punition paternelle, il avait surtout été celui qui l'avait privé définitivement de l'amour d'une mère, sa mère. En découvrant cela, une déchirure s'ouvrit dans le cœur de Gaston, une déchirure qui ne pourrait plus jamais se refermer. Chapitre M. Ma patience sera récompensée. Ma patience sera récompensée, et ma curiosité. Enfin, c'est ce que j'espérais en arrivant en Seine-et-Marne. Depuis bientôt 7 mois que cette affaire titillait mon intérêt, mon déplacement in situ verrait-il la résolution de cette énigme? 5 heures de train et un petit tour de métro parisien au milieu. Le voyage m'avait laissé tout le temps de réfléchir à l'affaire. J'en avais donc profité pour songer à tout ce que j'avais appris jusque-là, déplaçant et replaçant les éléments pour obtenir un pulse sans trou. Cependant, il me manquait des pièces. La scène était encore morcelée. J'avais aussi préparé une liste de questions dont les réponses se trouvaient peut-être sur place. On était en juillet. Je répondais à l'invitation d'Alexandre de venir à Morcerf, mais auparavant j'ajoutais une étape. J'avais rendez-vous avec Charlotte Paulet, l'archiviste qui m'avait aidé par correspondance et que j'allais rencontrer pour la première fois. Le bâtiment des archives, situé à Damary-les-Lys, avait une allure un peu futuriste, avec ses différents volumes et son entrée évoquant un sas d'engin spatial. Je déposai mes affaires personnelles au vestiaire et récupérai la clé de mon casier. Je n'avais le droit d'entrer en salle de lecture avec absolument rien qui m'appartenait en propre, à part une feuille de papier, à condition qu'elle soit d'un format inférieur à 10 sur 15 centimètres. En contrepartie, un kit de consultation, constitué d'un crayon à papier, une gomme, une paire de gants et des poids pour maintenir les documents ouverts, me serait prêté. Je me sentais un peu toute nue, mais je pouvais accéder au sein des saints, la salle de lecture. Elle était agréable, bien éclairée, grâce à une façade entièrement vitrée. On y retrouvait le mobilier caractéristique des salles de lecture des archives. Grandes tables numérotées, lampes individuelles orientables, étagères de livres usuels et d'inventaires. Depuis les meubles en bois composés de multiples tiroirs renfermant des fiches cartonnées, jusqu'aux ordinateurs permettant la consultation de documents numérisés, on avait là l'alpha et l'oméga des archives, des méthodes anciennes aux plus récentes. Je me fis enregistrer auprès du président de salle qui me délivra ma carte de lecteur, une de plus pour ma collection. Enfin, j'étais prête à entrer dans le vif du sujet. « Vous avez la place numéro 10, me chuchota le président de salle. « Je suis attendu par Charlotte Paulet, lui répondis-je sur le même ton. Je la préviens tout de suite. » Il m'indiqua d'un geste de la main l'emplacement de la place numéro 10 et décrocha le téléphone. Je me rendis sagement à la place qui m'était attribuée et attendis l'archiviste. Celle-ci arriva rapidement. C'était une femme grande, élancée, aux yeux verts. Un tailleur strict était assorti à ses yeux. Après les présentations d'usage, elle me proposa d'aller dans son bureau, espace plus convivial où l'on pourrait parler sans déranger quiconque. « Dis-moi ce que tu sais et je te dirai ce que je sais. »« Bien, allons-y. » Lorsque j'eus exposé le point où en était l'enquête de mon côté, Charlotte prit la parole. Je l'observai. Des boucles s'échappaient de son chignon haut perché sur son crâne. D'un geste maintes fois répété, elle tentait, en vain, de les replacer dans le fragile édifice qui menaçait à tout instant de s'écrouler. Cela cassait l'image un peu rigide qui se dégageait d'elle au premier abord et me la rendit tout de suite sympathique. Il y a du positif, du négatif et de l'étonnant. Avec cette entrée en matière, elle eut droit immédiatement à toute mon attention, pourtant acquise d'avance. J'ai trouvé la date et le décès d'Henri. Oui, moi aussi. Les deux décès correspondaient.
ce qui était plutôt rassurant. On n'est jamais à l'abri d'un homonyme ou d'une erreur. Par contre, je n'ai pas trouvé davantage de traces de l'affaire de Morcerf. Ni moi, ni mon réseau, que j'ai activé il y a quelques semaines. Je tordis un peu du nez. Dommage, j'avais espéré que de ce côté les nouvelles seraient meilleures. Mais ce n'est pas complètement négatif. Ne rien trouver, c'est bien aussi. J'agrandis les yeux. Je ne voyais pas bien où elle voulait en venir. Comment ça? Eh bien, si l'affaire de Morcerf avait quelque chose d'important ou de très grave, il y aurait eu des échos, dans la presse, du côté de la justice, ou pourquoi pas, ce n'est pas si ancien, dans les mémoires. Oui, de ce point de vue, évidemment, le vide n'existe pas. Il n'y a que l'apparence du vide. Charlotte était philosophe. Elle m'expliquait en détail ses investigations, qui toutes conduisaient au même chemin de l'absence. Je gardai le silence un moment, plongé dans mes pensées, pour mettre en ordre tout ce que je venais d'apprendre. Charlotte respecta mon silence, le temps d'absorber ce qui paraissait, à première vue, être un échec. Relevant la tête, je lui demandai pleine d'espoir. Et pour l'étonnant? Quoi? L'étonnant. Tu as dit que tu avais du positif, du négatif et de l'étonnant. Ah oui, j'ai pris la liberté de faire quelques prospections privées, et voici ce que j'ai découvert. Elle m'expliqua alors dans quelle direction, plutôt étonnante en effet, elle avait mené ses recherches. Et le résultat n'en était pas moins surprenant. Non, si. Incrédule, je la regardais en tâchant d'envisager tout ce que cela impliquait. Vraiment? Vraiment. Retrouvez tous les podcasts et les articles sur le blog Murmure d'Ancêtre.